Problème, c'est que qu'on est un des seuls métiers où tu peux être enseignant à pas en 3 ans, mais aussi enseignant à pas en 5 ans et être exactement le même professionnel sur le terrain. L'APA, c'était un cousin, du kiné, qu'on était, des confrères ou des collaborateurs, mais que les kinés, ils nous aimaient pas du tout parce qu'on était un métier émergent et qu'en fait, ils avaient peur qu'on leur vole leur patientèle, qu'on leur prenne leur place. Ils voyaient pas l'intérêt, en fait, d'avoir un professionnel qui ait pratiquement le même champ de compétences, ce que je peux comprendre. Ça m'est arrivé de perdre des patients, pendant le covid, des visios à distance et le patient presque à bout de souffle pendant la séance me dit: «Je sais pas si je serai là la semaine prochaine» et en effet, à la visio de la semaine prochaine, il était parti. C'est vraiment un tremplin. On vous prend en charge à un moment T où vous avez besoin de nous, on vous accompagne, on vous aide, on vous guide et on essaye de vous redonner des capacités pour que vous puissiez retrouver de l'autonomie. Ce patient-là, à l'entretien individuel, il me dit qu'il veut pas faire ses traitements, qu'il veut pas se voir décliner, qu'il veut pas perdre ses cheveux, qu'il veut pas passer son temps à l'hôpital, qu'il a bien vécu, qu'il a bien profité, qu'il a gagné de l'argent, etc. Et son seul regret, donc tu vois, j'aurais pu être son fils, son seul regret, c'est de pas avoir eu d'enfant. Bienvenue sur Entendons, le podcast qui t'aide à t'épanouir en tant que kiné. Je m'appelle Augustin Castel, je suis kiné du sport et hôte de ce podcast qui est produit avec cœur par Full Physio. Alors chaque mois, vous êtes plus de 10 000 à nous écouter ou à même visionner nos épisodes dans lesquels nous recevons des professionnels passionnés qui viennent partager leurs astuces et leurs meilleurs conseils pour booster votre pratique clinique. D'ailleurs, un petit mot à propos de Full Physio qui est l'app incontournable utilisée par plus de 20 000 professionnels de la santé. Full Physio, c'est ton allié pour rester à la pointe en kiné, ainsi que proposer des traitements optimaux à tes patients et patientes. Plus concrètement, Full Physio, ce sont des milliers de ressources pour te faire gagner du temps dans ta veille scientifique, des outils cliniques tels que la prescription d'exercices, des fiches d'éducation thérapeutique, des bilans, ainsi que des formations en e-learning et en présentiel. Alors si toi aussi tu as envie de passer au niveau supérieur dans ta pratique, rejoins-nous sur fullphysio.com et promis, tu ne seras pas déçu. Et maintenant, place à l'épisode. Hey, salut, petit message vite fait simplement pour t'informer que tu es en train d'écouter la deuxième partie d'un épisode de podcast qui a en fait duré plus de 2 heures ou 1 heure et demie, ça dépend un petit peu des épisodes. Et pour trouver la première partie, on t'invite à simplement remonter un petit peu dans le flux des épisodes et tu la trouveras très facilement. Donc voilà, pour pas que tu te demandes où est-ce que tu es tombé, parce que forcément cet épisode, ou en tout cas cette deuxième partie, commence un petit peu de but en blanc vu que c'est la continuité de la première partie. Allez, bon épisode. J'imagine que oui, si on réfléchit bien. Après, Ouais. en centre de rééduc, là où tu vois vraiment beaucoup, beaucoup de pathologies, c'est vraiment polyhandicap et tout, moi j'y travaille pas. Donc pour remettre Ok. dans le contexte, moi c'est surtout le milieu cancéro, associatif, maison sport santé, Ouais. ou intervention dans des domaines qui n'ont pas forcément à voir avec l'APA, donc plutôt renfo, pilates, etc. Ouais. Mais quand tu reçois des publics avec lesquels t'as jamais été confronté, tu vois, il y a des maladies qui sont assez rares, tu vois, avec des noms qui sont composés que t'as jamais entendu de ta vie, tu te dis mince, ce patient a cette pathologie-là, je la connais pas. Qu'est-ce que je suis censé faire? Bah, tu fais comme tout le monde, tu fais tes recherches et tu regardes un petit peu les axes de la prise en charge. Et là où tu vas discuter avec ton patient pour essayer de savoir ce que tu peux lui faire faire, à quelle intensité, en respectant voilà le seuil de fatigabilité, en rester à l'écoute. Je pense que on est capable de prendre en charge n'importe quelle pathologie. Parfois, c'est pas Mhm. forcément la maladie en soi qui nous contraint, mais c'est plutôt les pathologies associées, comorbidités ou les difficultés annexes. Tu vois, j'ai beaucoup de patients qui viennent pour un cancer, mais finalement leur plus grosse problématique c'est une capsulite d'épaule ou alors une entorse de genou mal soignée ou une scoliose. Tu vois, des trucs qui ont rien à voir avec la maladie. Et c'est Ouais. plutôt ça qui me freine dans les exercices ou dans les séances que la maladie en elle-même. Donc je dirais, est-ce que l'APA est sous-utilisé dans certaines pathos? Je dirais oui et non, ça doit dépendre du contexte et là où on est amené à travailler. Je sais qu'il y a beaucoup d'APA maintenant qui se développent dans les EHPAD, là où avant c'était vraiment que les kinés qui intervenaient. Et Mhm. quand je vois, même par la promotion via les réseaux sociaux, de beaucoup d'APA qui interviennent avec un public senior, et souvent des commentaires en disant, bah en fait, vous faites ce que le kiné fait, ou vous faites la même chose que le kiné, à quoi ça sert que vous veniez intervenir? Mhm. Tu vois, c'est là où on en revient un petit peu à la guéguerre entre les anciennes mentalités et les nouvelles, c'est qu'il y en a encore pour qui on est là pour voler leur travail, prendre leur place, Mhm. et qu'on a l'impression qu'on puisse faire la même chose. Mais comme tu disais tout à l'heure, à partir du moment où on réutilise l'activité physique, les exercices ou le renfort pour redonner des capacités perdues à notre patient, notre adhérent ou notre pratiquant, bah Mhm. on pourrait se dire qui t'as en face de toi? C'est un kiné, c'est un APA. Si tu regardes juste sa façon de travailler, je suis Mhm. sûr que
tu pourrais ne pas savoir qui est le professionnel en face de toi. Oh, mais c'est clair, hein. Moi, je pense que tu me vois travailler au cabinet, tu sais pas dire si je suis coach ou si je suis si je suis Bah, c'est kiné du ça. sport, tu vois? Enfin, Si à tu part si travailles ouais, sur ton plateau technique, tu disais tout à l'heure, nous on appelle ça un plateau technique avec des petites salles de soins, des petites ouais, c'est salles ça. pour les patients en indiv. Mais si tu arrives dans le cabinet et que tu vois le gros plateau technique avec une presse, un rack à squat, une piste pour les sleds et tout ça, tu te dis, bah, t'es où? T'es dans une salle de CrossFit, t'es dans un cabinet de kiné, t'es où en fait? Ouais, bah, Tu c'est vois? exactement ça. Nous, on a une piste, on a un truc, un sled et tout ce que tu viens de dire, donc Ouais, bah ouais. c'est Mais c'est c'est génial. vraiment ouais, C'est ouais, génial en vrai. Moi, c'est j'aime clair. trop quand je suis blessé aller dans un cabinet comme ça. Le nombre de fois où je me suis fait problème de genou, problème de cheville, je vais là-bas, mais je suis trop content. J'ai l'impression d'être dans ma salle de sport. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais c'est juste, c'est comme tu dis, c'est très juste. C'est parfois en regardant de l'extérieur, je pense pas qu'on saurait différencier les différentes professions. Un squat, ça reste un squat. Euh, Enfin, voilà. Après, il y a la tenue de la douleur, etc. Mais toi, d'ailleurs, en cancéro, tu dirais que quelles sont les clés pour toi dans les prises en charge que tu fais, qui sont peut-être un petit peu plus spécifiques à la cancérologie, mais voilà, quels sont toi les points d'attention auxquels tu fais peut-être gaffe, que tu ferais peut-être moins gaffe ou pas hein, avec hmm, un autre public? Alors c'est une question ouais, que je te balance comme ça, ouais, ouais, mais ouais. parce que je Non, trouve, j'ai plein de questions et du coup, voilà, je ouais. trouve ça intéressant. C'est hyper pertinent. Moi, ce que je retiens surtout de la cancérologie par rapport à mon stage d'époque et puis ma pratique, c'est que on travaille avec des patients qui ont malheureusement une épée au-dessus de la tête. Mhm. Par rapport à un autre public où juste, bon, malheureusement, amputation, prothèse, ou alors fauteuil, lombalgie, problème d'épaule, Mhm. bref. On a toujours malheureusement cette épée au-dessus de la tête en disant, ce patient-là, tu le prends en charge, mais peut-être que tu vas le perdre. Et le nombre de patients que j'ai perdus depuis 2017, je peux même pas les compter sur mes deux mains. Donc Mhm. ça arrive et ça faut en être conscient aussi. C'est que quand je reçois mes stagiaires, je leur explique que peut-être pendant votre année de stage, si vous faites un stage vraiment sur toute l'année, il y a des patients que vous allez côtoyer, prendre en charge et qu'un jour ou l'autre vous verrez plus parce qu'ils seront partis. Mhm. Donc, ce qui est difficile en cancérologie, c'est que c'est pas fait pour tout le monde. Bon, faut une certaine quand même empathie, un degré de sensibilité, mais vraiment, ça peut jouer à tu bascules, t'en prends un peu trop pour ton grade, ou alors tu t'identifies à un patient parce que il te fait penser à ton papa, à ton frère. Moi, j'ai que Ouais. des personnes qui sont soit dans mes âges, soit plus âgées, mais j'imagine que quand j'aurai 45 ou 50 ans, j'aurai des patients qui seront plus jeunes que moi, peut-être qui me feront penser à mon fils, tu vois. Et Mhm. si tu t'identifies un peu trop à ces patients et que malheureusement la maladie prend le dessus par rapport au traitement, malgré ton accompagnement, ça m'est arrivé de perdre des patients pendant le Covid, des anecdotes comme des visios à distance et le patient presque à bout de souffle pendant la séance me dit je sais pas si je serai là la semaine prochaine et en effet à la visio de la semaine prochaine il était parti, tu vois. Et ça, je pense que quand tu es enseignant à part jeune carrière ou étudiant, si tu veux travailler ou découvrir la cancérologie, c'est vraiment le truc auquel il faut penser, que tu peux perdre tes patients. Et que du coup, psychologiquement, c'est un travail à faire sur toi, sur ta Mhm. façon d'être, ta façon de te tenir aussi à distance ou pas par rapport aux patients, que ça peut être difficile dans ces moments-là. T'es pas juste voilà, en train de prendre en charge quelqu'un qui a mal au dos ou qui a une problématique d'épaule. Donc je dirais la plus grosse problématique à gérer, ça serait déjà ça, Mhm. ce qui est déjà dur en soi, tu vois. Ouais. Même rien que d'en parler, ça me fait écho à plein de décès de patients, malheureusement, que j'ai accompagnés. Et après, bah, ça va être vraiment dans l'écoute, dans l'empathie, dans la prise en charge. Encore une fois, c'est pas forcément la maladie ou les traitements qui vont te poser problème, c'est les pathologies ou les difficultés associées. Donc, discuter pendant Mhm. la séance, être à l'écoute, essayer de questionner pour savoir où ils en sont, comment ils avancent. Et ce qui est aussi super agréable dans ce milieu-là, c'est que tu peux commencer ta prise en charge avec un patient qui est vraiment dans le creux de la vague, donc en plein traitement, chimiothérapie, perte des sourcils, tu vois, les hommes qui perdent la barbe, qui perdent leurs cheveux, et que plus les traitements passent et plus les semaines passent, bah, ils sont en train de remonter la pente, les traitements s'arrêtent, ils passent à un autre traitement, ou alors ça y est, la tumeur a été assez réduite pour pouvoir l'opérer.
Après l'opération, ils refont peut-être un passage en kiné, en post-op, en hospice de jour, ils reviennent en APA quand ils peuvent, et la barbe recommence à pousser, les poils sur la tête, les sourcils, etc. Et ça, Mmh. c'est hyper gratifiant et vraiment, ça fait plaisir aussi de pouvoir accompagner des patients qui viennent, ils sont presque à ras terre, et toi, tu les aides, tu leur apportes peut-être un soutien moral par l'activité physique, par le lien social, l'activité de groupe, le fait de sortir de chez eux, de sortir du cadre de la clinique ou de l'hôpital où ils sont soignés, parce que là où on est dans une maison à part, la maison des patients, donc on est vraiment une maison ouverte, gérée par des bénévoles, avec des activités de prestataires comme l'APA. Il y a aussi de la sophrologie, de la réflexologie plantaire, tout ce qu'on appelle les soins de support, l'art-thérapie, la psychologie, la diététique. Mmh. Et on peut les accompagner à tout moment de la maladie. Donc on peut voir des choses, comme on disait tout à l'heure, qui sont graves et tristes, mais aussi des super belles choses avec des patients qui sont ultra reconnaissants de leur passage, dans leur accompagnement. Ça leur a fait du bien pour pouvoir lutter contre la fatigue, les douleurs. L'activité physique, on le sait, hein, toi et moi, améliore les qualités de vie en général, que ce soit les humeurs, les symptômes anxieux ou dépressifs, le Mmh. sommeil, la résistance dans la vie de tous les jours à la douleur, et voilà, par le lien social aussi, le fait Ouais. de travailler sur l'estime de soi, l'estime de leur propre image, image corporelle, et leur confiance en eux, tu vois. C'est ça, c'est trop trop cool de pouvoir accompagner ces personnes-là et te dire que tu as été utile dans leur parcours au même titre que les autres professionnels qui les accompagnent. Ouais. Ouais, bah, c'est une belle, un beau résumé, je pense, de tout ce qui gravite autour de ta pratique actuelle, et Mm. j'avoue que ça doit pas être évident, ouais, de travailler avec des patients qui peuvent, et malheureusement, décéder et cetera. Ouais, C'est assez loin de mon quotidien de kiné du sport quand j'y pense, où moi, mes patients, tous le pire qu'ils ont généralement, c'est une opération et ouais, une c'est douleur ça. au genou, et j'avoue que je serais pas, je pense pas que je serais capable de faire ce que tu fais, parce que je j'arriverais pas à prendre assez de distance, je pense, avec les patients. Ouais, Ouais, je pense que je serais trop dans, peut-être trop dans l'empathie, je sais pas si c'est le bon mot, mais trop dans l'empathie, mais du coup un peu toxique pour moi à terme, ouais, parce que je me mettrais trop dans la situation, et en fait, je pense que j'endormirais pas la nuit. c'est ça. Je me dirais: «Mais punaise», tu vois? Donc Ouais. donc c'est fou. Et parfois vous avez Mm. des, je sais pas, hein, vu que je considère que tu es quand même dans une branche lourde de l'APA, donc avec des patients qui sont pas évidents, vous avez des suivis psychologiques ou des choses comme ça qui vous sont proposés ou pas spécialement? Nous, en tant que Pour Ouais, professionnels, ouais, parce pour qu'on nous? parle souvent de Ouais. l'accompagnement du patient, mais je me dis que dans Ouais. ces cas-là, parfois ça peut peut-être faire du bien, selon les profils, Mm. hein, mais d'avoir quelqu'un à qui Ouais. parler, voilà, qui est du métier. Mm. Donc quand on travaillait, enfin quand je travaillais, parce que j'y travaille plus, mais à la Ligue contre le cancer, il y avait des comités en fait dans tous les départements, et puis j'ai eu la chance de travailler dans deux comités différents. Quand on faisait des réunions avec le staff, avec les bénévoles d'écoute, avec le secrétariat, la coordinatrice, etc., on pouvait parler de ces choses-là, tu vois, un peu plus librement. Comment ça se passe quand on perd quelqu'un? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Et oui, il était proposé. On pouvait demander, si besoin, à rencontrer quelqu'un pour un soutien psychologique, donc pas un travail de groupe, parce qu'il y a aussi Mmh. des groupes de parole, mais là c'était vraiment un soutien psychologique individuel. Donc je dirais que ça dépend des entités ou des structures où tu travailles. Alors évidemment, si tu travailles énormément à ton compte, bah c'est à toi de te prendre en charge, mais quand tu es salarié dans une structure où tu es directement impliqué par la chose, t'as quand même des soutiens qui peuvent être proposés, c'est pas obligatoire, tu vois, c'est à la demande ou au besoin, mais si Mmh mh. ressentais le besoin dans ce comité-là, on pouvait faire appel à quelqu'un. Mais c'est Mmh. sûr que je trouve que ça serait pertinent dans ce milieu-là où, enfin, on parle de la cancérologie, mais il y a plein d'autres pathologies qui amènent au décès ou au déclin, où tu vois tes patients qui, semaine après semaine, Mmh. déconditionnent, chutent, perdent leur capacité de plus en plus. Tu vois, on parle de cancéro, mais il y a plein d'autres pathologies qui sont en maladie très très Mmh. rapide et très très grave. Et là, Ouais, j'imagine ou j'espère que les professionnels qui accompagnent peuvent être suivis ou ont l'accès à ce suivi-là. ouais. Ouais, mais c'est parfois on a tendance à s'oublier, hein, quand on est dans un métier de santé comme ça, Hmm, et je pense que c'est important. C'est pour ça que, voilà, je demandais, tant qu'on y ouais. était. Mais Mais et ouais.
Dis-moi. Si tu me permets, je peux te raconter une petite anecdote Ouais, de vas-y. ma première grosse claque, tu vois, en tant que professionnel. Ouais. En entretien individuel avec un patient, je dirais la soixantaine d'années, quelqu'un qui a fait une grosse carrière, donc vraiment carriériste, tu vois, qui a travaillé, qui a voyagé, donc pas d'enfant. OK. Moi, j'avais 23 ou 24 ans, donc je venais de commencer à travailler, et ce patient-là, à l'entretien individuel, il me dit qu'il veut pas faire ses traitements, qu'il veut pas se voir décliner, qu'il veut pas perdre ses cheveux, qu'il veut pas passer son temps à l'hôpital, qu'il a bien vécu, qu'il a bien profité, qu'il a gagné de l'argent, etc. Et son seul regret, donc tu vois, j'aurais pu être son fils, son seul regret, c'est de pas avoir eu d'enfant, parce qu'il estimait que malgré tout, il avait rien à transmettre, il Mmh. avait plus rien à partager, et qu'en fait, s'il partait, bah à part à son épouse, il manquerait à personne, tu vois. Mmh. Ouais. Et moi, quand il m'a dit ça du haut de mes 23 ans, et il me dit ça en face de moi, comme si là t'étais à 2 mètres en face de moi, et il commence à pleurer Waouh. devant moi en entretien individuel, en me disant je suis en train de remettre ma vie en question, est-ce que je me suis pas trompé, j'ai pas voulu d'enfant et avec ma femme on était d'accord sur ça, mais maintenant qu'il voyait la mort arriver, bah il refaisait le fil de sa vie Mmh. et il se disait merde en fait j'aurais voulu un enfant, j'aurais voulu un fils, je voulais transmettre un héritage, maintenant c'est trop tard. Et monsieur, en face de toi, soixantaine d'années, toi t'as 20 piges, et il te dit qu'il veut se laisser mourir parce qu'en fait, bah, personne l'attend, et que voilà, il a vécu, il a rien à laisser, et qu'il a pas envie de prendre les traitements, et qu'il préfère partir comme ça, Waouh. dans Et la tu réagi comment? dignité. Bah moi, j'essaye de C'est faire face, j'essaye de rester entre guillemets à ma place, déjà en lui disant bah si vous voulez on peut faire des séances, déjà ça peut vous faire du bien, de voir du monde, d'échanger. Ici vous pouvez avoir accès à plein de soins de support, un groupe de parole si besoin de discuter, on propose aussi un soutien avec un psychologue. Mais enfin moi j'étais là en mode j'ai pas de réponse, je suis pas la bonne personne à qui il faut dire ça. Je peux être là pour entendre la parole Mmh. de ce monsieur-là, de ce patient, mais de dire qu'il me veut se laisser mourir et tu sais bah, ça doit être en Belgique où tu peux avoir la mort assistée, la mort Ouais. médicale assistée, tu vois, et qui me Ouais. parlait de ça en fait. Ah Que waouh. voilà, il voulait pas se voir décliner, il voulait pas prendre les traitements et qu'il préférait prendre les choses en main pour pouvoir partir le plus vite possible, tu vois. Waouh, c'est dur de faire face à ça, surtout quand tu Ouais. enfin, je pense à tout âge, mais quand tu débutes ta carrière, Mm. surtout si tu as eu que toi, c'était pas le cas, mais 16 jours de stage, avant, Oui, heureusement, non. tu dois faire face à ça. Ouais, Et enfin, je pense que même si tu en as fait, même si ça fait 2 ans de stage, on n'est jamais préparé à ouais. ça, quoi, Oh mais non, t'es pas préparé à ça. Et là, c'est vraiment la première grosse claque que j'ai pris. J'aurais pu être son fils et il me dit ça texto. J'ai waouh. raté ma vie, entre guillemets, tu vois, j'ai eu tout faux. Mais il a fini enfin, il a pas voulu prendre ses traitements, il a maintenu sa position? Et finalement, après cet entretien, j'ai jamais revu. Ah oui, OK. Ouais, Il a donc pas fait d'activité physique, je l'ai jamais recroisé dans les locaux de la Ligue contre le cancer. J'ai fait l'entretien, je lui ai proposé les séances. Je crois même que je lui avais mis un rendez-vous de séance. Et ce monsieur-là, j'ai jamais revu. Je sais pas. Bon, j'imagine que depuis le nombre d'années, soit il a pris son traitement et il va mieux, soit il a pris la décision de partir. Je sais pas du tout. J'ai jamais eu de nouvelles. mais en vrai, c'est important comme anecdote parce que je trouve ça soutient ou ça souligne aussi le fait que la vie, c'est pas spécialement le travail Ouais, et que ouais, je pense qu'il faut pas, enfin, en fait, c'est une partie de notre vie forcément parce qu'il faut gagner sa vie, mais je pense qu'il ouais, faut essayer d'être conscient ou de conscientiser le fait que en fait, il faut pas s'oublier, il faut pas, heu, parce que au bout du chemin, le travail, c'est pas ça qui te rendra heureux, sur ton lit de mort, tu vois? C'est un peu terrible ce que je dis, mais moi, mm, c'est un truc que j'ai fort en tête et je me dis toujours, c'est pas ce que tu emportes avec toi et je ouais. pense que la famille, le fait de créer quelque chose après chacun est libre évidemment, hein, comme, Ah ce bah monsieur oui, oui, avec sa oui, femme était carrément. totalement d'accord de pas avoir d'enfant, mais C'est je trouve ça. ça terrible d'avoir des regrets comme ça, Ouais. heu et ça, je pense que c'est important parfois de se poser, de se dire: «OK, je travaille beaucoup, mais est-ce que je profite aussi un peu de la vie? Est-ce que je fais les objectifs que je me suis fixés, mais en dehors du travail aussi? Est-ce que j'ai d'autres choses Mm, à faire de ma vie que le travail?» Parce que je pense que quand tu regardes sur les réseaux, on voit beaucoup de gens qui
mais qui prône, hein, le fait de charbonner le travail, c'est voilà, gagner toujours Ouais. plus, etc. Je suis d'accord avec l'idée qu'il faut travailler, mais voilà, je pense que c'est important de tempérer aussi. Euh, ou alors on est carriériste jusqu'à la fin de sa vie, on le regrette pas, mais j'ai l'impression que c'est rarement, qu'on regrette rarement, enfin, que c'est rare de pas regretter d'avoir été vraiment full carriériste toute sa vie. Je sais pas, Je sais pas. j'ai rien pour appuyer ça, mais je vois pas comment à la fin de ta vie, si t'as pas eu d'enfant, si t'as rien fait d'autre que le travail, Mhm. tu peux vraiment, tu sois vraiment heureux de te dire, waouh, j'ai passé toute ma vie à travailler, j'ai gagné beaucoup d'argent, c'est Ouais, incroyable. non, ça Tu vois? non. Ou alors, Enfin, ou alors peut-être que t'as créé un cercle vertueux avec des liens sociaux, des amis, ouais, t'as beaucoup voyagé, t'es peut-être parti en retraite plus tôt et du coup t'as profité énormément. Mais ouais. peut-être que c'est ce qui s'est passé, mais qu'en fait, face à la décision, vous avez un cancer, si vous vous traitez pas ou si vous faites pas ce qu'il faut, vous allez mourir. Peut-être que là, il s'est dit, merde. En fait, Mm. il y a une ligne que j'avais pas cochée sur ma grille avant de mourir et c'était peut-être de fonder une famille, tu vois. Ouais, et là, pour le coup, c'est pas comme un voyage à Dubaï, fonder une famille, Non. tu réserves pas un truc 2 semaines avant, quoi. Donc, Ouais. waouh, finesse. Eh ben, écoute, merci pour cette anecdote. Franchement, c'est hyper touchant et hyper. Ça nous rappelle à quel point, ouais, enfin, pour les points que j'ai dit juste avant, hein, la vie est Ouais. courte et donc profitons-en. Profitez, C'est profitez. ouais. Mais pour basculer vers quelque chose d'un petit peu plus joyeux, si je peux dire. Ouais, euh, positif. Ouais, bah après, voilà, ça fait partie de la vie. Et je suis très content que tu partages avec nous cette expérience et ton expérience aussi quotidienne que tu vis. Euh, on parle souvent, alors là, ça va sembler vraiment un angle droit, le mec, hein. On parle souvent on parle souvent de bilan, tu vois, en kiné. C'était un truc que je voulais Ouais. aussi te demander. Est-ce que en APA, il y a des bilans. Comment est-ce que vous individualisez les prises en charge? Parce qu'en voilà, en kiné, on parle beaucoup de bilan, on parle beaucoup de prendre le temps de voir ce qui va pas, ce qui va. Hmm. On a des tests orthopédiques pour aller tester à droite, à gauche certaines choses. Enfin, bref, en APA, ça fonctionne comment? Est-ce que vous avez un bilan? Est-ce que vous n'en avez pas? Comment vous faites? En fait, ça dépend du lieu où tu travailles et des moyens ou du temps qui t'est alloué à ça. Donc, Mhm. en cancérologie, là où j'interviens, où on est, j'ai un entretien. J'ai juste le temps d'avoir un entretien patient avant de commencer les séances. Dans ces 15 minutes-là, on fait un petit peu un bilan, comme toi et moi, on discute. Je leur pose des questions sur leur parcours de vie, leur parcours de soins, leurs difficultés, s'ils sont fatigués, est-ce qu'ils font de l'activité physique, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, etc. Donc ici, c'est juste le temps d'un bilan à l'oral, juste une discussion, voilà, individuelle entre le pro et puis le patient. Et dans les maisons sport santé où j'interviens, là, sur les premières séances, on passe notre temps à faire des bilans donc physiques. Et pour donner quelques exemples, donc ils arrivent avec un certificat médical, euh, avec soit des pathologies ou des axes de prise en charge énoncés par le médecin. Et nous, pendant les premières séances, donc si c'est des nouveaux patients, on leur explique bah voilà comment ça se passe, on leur montre un petit peu la salle, le matériel, etc. On discute avec eux pour en savoir un petit peu plus sur leur aspect motivationnel, psychologique, où est-ce qu'ils en sont par rapport à leur vie en général. Et après, on attaque les bilans. Donc si on parle de bilan physique en maison sport santé, on peut faire un test de marche de 6 minutes, on peut faire des tests sur rameur, ski erg, vélo, tu sais, les tests agrémentés en mode pyramidal. On a Mhm. des tests de vitesse de confort, on a un L-test aussi, marcher, tu vois, s'il y en a qui ne suivent pas, c'est tu pars assis, tu fais le tour d'un L et tu reviens t'asseoir. On a tous les tests de force submaximaux, donc on fait un 1RM théorique, donc on peut passer de la presse au moyen fessier, au tirage. On fait les tests au niveau du tronc, donc Ito et Sorensen pour sangle abdominale et puis lombaire. On fait test distance doigt-sol pour la souplesse. On fait test d'équilibre, bipodal, unipodal, yeux ouverts, yeux fermés. Euh, voilà, je pense que c'est à peu près tout. On prend les fréquences cardiaques après les tests d'effort Mhm. pour savoir où ils en sont au niveau cardio après test et au bout d'une minute pour voir comment le cœur redescend. Donc voilà pour t'énoncer un petit peu une batterie de tests. On évalue au moment T, au début de la prise en charge, les capacités fonctionnelles respiratoires, équilibre, etc. On fait pas de tests psychomoteurs, pas de passer de questionnaire non plus sur
Est-ce qu'il y a des symptômes anxieux, dépressifs, comment va le sommeil, est-ce qu'ils font de l'activité spontanée au quotidien. Mais on fait Mhm. ces bilans-là au début de la prise en charge. On peut les refaire à la mi-saison, donc s'ils commencent en septembre, là, comme on en fait passer cette semaine, on peut les refaire en février, puis on les refait en fin d'année, au mois de juin, avant qu'ils partent, parce que la maison sport santé où j'interviens, elles sont fermées pendant juillet-août. Et dans les Ok. centres de rééducation, en tout cas mes collègues proches où ils travaillent, c'est grosso modo les mêmes tests. Submaximaux en force, test d'effort cardio sur machine, et on essaye évidemment de ne pas emmener le patient au-delà de 85% de sa fréquence cardiaque théorique, sinon on se fait taper sur les doigts par le médecin. Ok. Ça, c'est spécifique dans le domaine dans lequel tu travailles ou c'est en général en APA, vous pouvez pas, entre guillemets, emmener au-delà de 85%? Je crois que c'est vraiment, alors, sans parler même du danger pour le patient, mais je crois que c'est presque interdit, hein. C'est vraiment, on doit faire les tests d'effort sans aller au-delà de 85% de l'AFC théorique. Ok. Ok. Alors, encore une fois, je peux dire des bêtises et peut-être que c'est pas du tout le cas parmi tous les APA qui peuvent écouter le podcast. Ouais. Mais je crois que notre barrière, si on veut pas se faire taper sur les doigts, c'est vraiment on monte pas au-dessus de 85% de la théorique. Ok. Ah, mais il y a quand même une belle batterie de tests, mais au final, tout ce que vous ne faites pas, c'est peut-être tous les tests un peu diagnostiques, quoi. Donc, par exemple, Ouais, c'est ça. tu vois, ce que nous, on pourrait faire du coup en kiné, ce qu'on fait dans un bilan, généralement, on cale toujours des tests orthopédiques ou quoi pour essayer, parfois, si nécessaire, d'affiner un peu le diagnostic, ou même si c'est Ouais, pas à nous non plus de poser un diagnostic en kiné. Enfin, ça dépend si on a la première intention ou pas. Mais, ouais, euh, mais ouais, donc ça, c'est aussi peut-être une différence aussi, c'est que vous avez des tests fonctionnels et d'activité physique, et ouais. de l'endurance cardiovasculaire, etc., mais pas au-delà, quoi. C'est ça. On fait aucun Ok, test de diagnostic, tu vois, tu me dis moi j'ai mal au genou, bah je préfère aller voir mon kiné que mon médecin, tu vois. Je me dis le kiné, il va ouais. avoir plein de tests à me faire sur le genou, est-ce que c'est ménisque, est-ce que c'est ligamentaire, et j'en sais rien, je préfère aller voir mon kiné qui me fasse un petit bilan de genou. Et nous, tu vois, on fait pas ça, enfin on sait même pas faire en fait. On n'a aucune Ok. connaissance sur bilan diagnostic ou évaluation, on fait pas Mhm. ça. Ok, mais donc ça, c'est aussi une belle différence entre les APA et les kinés, hein, au final. Ouais, C'est ouais, ouais. cet aspect bilan qui est assez complémentaire et qui est assez intéressant de voir que, en fait, ouais, nous, on a cet aspect peut-être un peu plus diagnostique qui se profile Mm. de plus en plus parce qu'en kiné, on se bat un petit peu progressivement pour avoir la première intention sur certaines pathologies comme les Ouais, lumbagos, enfin les lombalgies, comme les entorses de cheville, etc., qui ne ouais, nécessitent pas a priori d'aller voir un médecin parce qu'un kiné, c'est totalement faire, s'il a été formé pour, un bilan de cheville c'est ça. et savoir dire, OK, ben là, il faut une radio, il faut pas de radio. Là, c'est plutôt une entorse bénigne ou une entorse grave. Donc, OK. Mais ça, Mm. c'est belle différence. Et je savais pas qu'il y avait autant de choses dans les bilans APA. Donc, c'est intéressant que tu Ouais. les mentionnais. Et, Et je ouais, crois que dans les maisons sport santé, il y a même une grille de bilan à respecter. Je crois OK. qu'ils ont une espèce de cotation en mode, vous êtes une maison sport santé, voilà, vous avez des allocations, des subventions par l'État, vous avez tant de professionnels, vous gérez tant d'adhérents. Quand vous faites vos entrées et vos sorties, il faut qu'il y ait ça de fait, tu vois, comme un compte rendu pour avoir les subventions de l'ARS, tu vois, par exemple, ARS, c'est quoi? C'est régional de santé, mais le A, c'est quoi déjà? Association. Non, J'ai justement. tenté, hein. J'ai tenté. Je vais dire une connerie. Vous l'avez pas, vous, l'ARS? Ça vous dit rien? Punaise, Agence, ça doit être agence. Ouais, voilà. ouais. Agence régionale de santé. OK. Et en OK. fait, c'est eux qui donnent la plupart du temps les subventions pour des projets, pour des accompagnements, etc. Et du coup, bah, tu dois répondre à un cahier des charges. OK. Et d'ailleurs, bon, tu l'as dit au début du podcast, mais tu as un compte Instagram, enfin je pense que tu l'as dit, Axel Santé, Ouais. sur lequel je vous invite d'ailleurs à aller suivre Axel parce qu'il partage beaucoup déjà de bonnes Merci. idées d'exercice. Je trouve que tu es chaque fois hyper inspiré avec peu de matériel, tu nous sors 40 exercices, du coup c'est assez cool. Et donc je vous invite vraiment à aller suivre un petit peu ce qu'il fait. Et Merci. aussi, j'en profite pour embrayer, tu parles beaucoup de pilates aussi sur ton compte Insta. Et je Ouais. trouvais ça intéressant d'en discuter un petit peu aujourd'hui, dans le sens déjà comprendre qu'est-ce que t'a apporté cette pratique du pilate, ou en tout cas cet enseignement du pilate dans ta pratique d'APA.
Et, Ouais, euh, et puis après, voilà, on pourra déboucher sur d'autres questions. Mais déjà, voilà, qu'est-ce que t'as apporté le Pilate dans ta vie pro? ça marche. En fait, le Pilate, j'ai découvert donc dans notre cursus STAPS, donc juste quelques notions, hein, vraiment pas grand-chose, et je l'ai vu comme une activité vraiment en pleine expansion, qui surfe, j'aime bien expliquer comme ça, qui surfe sur la vague du sport santé. On Mhm. était énormément tourné vers sport santé, le sport est bon, même les spots publicitaires, depuis qu'on est sur une dizaine d'années, c'est penser à bouger, 30 minutes d'activité physique par jour, etc. Et le Pilate était vraiment en plein essor. Donc je me suis fait former à la suite de mon master, ce qui m'a permis aussi de développer mes activités où là j'étais coincé. À partir du moment où tu proposes de l'appât ou du renforcement musculaire pour des structures ou des associations, bah tu peux pas continuer d'ouvrir des créneaux si t'as pas plus de patients. Donc il fallait trouver un moyen de développer plus d'activités qui étaient en lien avec la prise en charge APA, mais qui Mhm. n'étaient pas un cours d'APA ou de renforcement musculaire. Donc le Pilate m'a permis de découvrir une nouvelle forme de prise en charge où on est plus basé sur un travail doux, sans risque de choc, sans risque de chute, et du coup hyper accessible à des patients qui sont en difficulté ou très fatigués. Mhm. Et ça correspondait exactement aux attentes de mes patients en cancérologie. Quand on a ouvert des créneaux de pilates, ils se sont remplis assez vite. On a commencé par 2 par semaine, puis 3, puis 4, puis après j'ai proposé mes services dans d'autres structures et je me suis spécialisé avec cette casquette pilates et cancer, on va dire. Et du coup, Ok. partout où il y a un public atteint de cancer, j'ai proposé de développer ou de créer des cours de pilates. Ça répond à la demande, ça répond aux besoins et c'est complémentaire à l'APA dans le sens où je l'explique comme l'APA, on est beaucoup plus en mouvement, c'est beaucoup plus moteur, on peut porter des poids, se lever d'une chaise, tirer sur un élastique, etc. Alors qu'en Pilates, on va plus faire un travail recentré, profond, avec un contrôle de posture, de respiration, on va essayer d'engager les ceintures profondes, plancher pelvien, transverse, donc ça permettra aussi de soutenir des problématiques liées aux incontinences urinaires, des patients qui ont été opérés au niveau viscéral, au niveau de l'abdomen, donc renforcement Mhm. transverse. Et comme c'est doux, lent et accessible, on peut faire du pilate allongé sur le tapis, assis ou sur un côté. Bah, ça reste aussi apaisant pour les patients voilà, de faire des exercices sans qu'on soit dans un effort trop traumatique ou trop cardio pour des patients qui sont essoufflés, par exemple. Ok. Et donc ça a bien plu, ça a bien fonctionné, et j'en fais la promotion comme on disait tout à l'heure aussi sur mes réseaux et sur mon compte, parce que le Pilate, on a un peu les clichés, les idées reçues que c'est pour les petits vieux, c'est pour les gens à la retraite, c'est de la gym douce, c'est hyper facile. Quand Ouais. tu regardes sur les réseaux, tu vois que des profs femmes pour 99% du temps qui sont en legging ou des trucs assez moulant, on va dire. Et moi, je suis un prof masculin qui fait presque 85 kilos, qui a une voix assez grave, pas du tout les stéréotypes du prof de Ouais, c'est vrai. Pilates. Donc j'ai pris le pied de nez à contre-courant et je me suis dit, ok, t'as pas le profil, t'as pas forcément encore les connaissances ou les appétences, mais je vais essayer de foncer dans cette niche et développer Mhm. mon truc. Et ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir faire une dizaine d'heures de séances de pilates par semaine pour des patients ou des gens qui n'ont pas de pathologie dans des associations classiques pour tout le monde, des maisons de quartier, etc. Et puis de donner aussi des cours maintenant à la fac, Ok. notamment. Donc c'est trop cool. En Trop bien. fait, j'ai foncé dans cette niche en me disant, il n'y a pas grand monde où il y a personne, pourquoi pas essayer, puis on verra ce que ça donne. Et ça a bien pris, donc je suis hyper heureux. Et Mhm. chanceux aussi d'avoir pris le truc au bon moment, tu vois, le bon filon au bon moment. Trop bien. Ah oui, et tu as créé aussi une formation là-dessus en e-learning. Je pense pour ceux ou celles C'est ça, qui sont intéressés. Tu peux nous en c'est dire ça. plus, voilà, quel a été Ouais, ton but derrière la création de cette formation? Qu'est-ce que tu aimerais apporter aux gens qui la suivent? c'est ça. C'est gentil d'en parler, merci, je te remercie. C'est normal. Euh, Tout a commencé avec mon ancien tuteur qui m'a cassé les bonbons pour qu'on écrive un livre sur le sujet. Ouais. Parce que lui, il avait déjà une collection de bouquins dans une maison d'édition et il doit en sortir, je sais pas, 2 ou 3 à l'année. Donc il cherchait un sujet et on avait
on était tombé d'accord sur le fait de pourquoi pas écrire un petit bouquin sur le livre de Pilates, un outil pour améliorer sa santé. Donc une méthode d'exercice de renfort, etc. Bon, ça a été compliqué de le mettre en place parce qu'entre-temps je suis devenu papa et puis il y a eu plein d'occupations différentes. Donc j'ai repoussé. Mhm. Finalement, je me suis mis dedans, on l'a sorti en 2023. Donc Ok. un petit bouquin de Pilates, je l'ai pas, si, non, bref, on s'en fiche. Mhm. Et je trouvais que c'était pas assez. C'était bien déjà enfin, je suis hyper fier en vrai. Je suis encore une fois ultra chanceux, ultra reconnaissant d'avoir pu écrire un bouquin sur le sujet, d'avoir mon nom sur une petite plaquette de livre. Et Mhm. je trouvais que c'était pas assez par le lire un livre, tu vois, c'est de moins, enfin en tout cas peut-être que je me trompe, c'est de moins en moins, on va dire, dans notre époque, C'est dans vrai. le temps. Ouais. Et alors que le e-learning, c'est un truc qui est en pleine expansion, regarder quelqu'un qui t'explique des choses comme si tu étais en cours face à un prof, c'est beaucoup plus vivant. Mhm. Et j'ai voulu créer ça aussi de mon côté, donc développer ma propre formation. Donc c'est difficile d'utiliser le mot formation ou d'être formateur parce que il y a plusieurs contextes, faut un numéro, etc. Faut être suivi par un organisme. Et en fait, le Pilate en France n'est pas encore protégé ou reconnu par un diplôme d'État. Ok. Donc en fait, n'importe qui peut être prof de pilates, coach de pilates, instructeur pilates, ce que tu veux. Et en fait, on en voit même partout sur les réseaux. C'est bien souvent des coachs ou des kinés qui se sont spécialisés et qui sont Mhm. devenus, bah tu vois, on en voit plein hein, sur les Ouais. réseaux, des kinés qui sont spécialisés pilates, des APA pas trop encore, mais j'en ai Mhm. formé quelques-uns. La chance que j'ai eue, c'est d'être suivi par un organisme de formation qui accepte de co-créer, de co-encadrer la formation de Pilates. Donc on a Mhm. monté ça et il y a une partie e-learning qui se fait donc en vidéo, donc à distance, à son rythme, etc. Et une partie pratique, stage sur un week-end, ce qui fait une formation de 25 heures. Et l'organisme délivre un certificat de réussite après évaluation théorique et pratique, ce qui leur donne le sésame, si tu veux, pour prouver qu'ils sont légitimes à donner des cours de pilates ou encadrer auprès de leur structure, leur employeur, etc. Ok. Et donc, je commercialise que le e-learning pour ceux qui veulent faire que à distance et avoir du background, un champ de compétences, un champ de connaissances et qui puissent directement mettre en place des séances. Soit ils sont déjà kinés, ils le mettent en place dans leur cabinet, soit ils sont APA ou coach sportif et ils développent des créneaux dans des salles ou à leur compte ou pour des particuliers. Et en tout cas, ils auront tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place la méthode Pilates et la Mhm. rémunérer. C'est ça qui est hyper important aussi, c'est que c'est une activité parallèle à ce que tu vas déjà faire. Tu vas pas Mhm. t'intégrer pour devenir que prof de pilates, à moins que tu développes à fond. Ouais. Et tu vas pouvoir avoir des revenus complémentaires, développer une activité parallèle et puis proposer des choses différentes, exactement comme j'ai fait à mes débuts. Et si Mhm. tu veux prendre le gros package avec la grosse formation, tu fais le e-learning et le stage pratique, co-encadré par l'organisme. Et là, tu as le certificat à la clé. Et j'en ai Ok. fait un premier au mois d'avril. On avait Ouais. 20 pros, 20 stagiaires, donc 17 ou 18 à part, un ou deux étudiants en STAPS et puis une coach sportive. Et puis là, le deuxième stage, la deuxième édition, elle est dans pile un mois, juste après le salon Rééduca, Ok. le lendemain, le week-end du Ah oui. 11-12 octobre. Et là, j'ai 10 stagiaires inscrits et on prend maximum 20 personnes. Ok. Ah Voilà. ben, trop bien. Mais c'est. Bah, de toute façon, je mettrai le lien, enfin tu me l'enverras, mais dans la description ou quoi, vers tes réseaux C'est et vers aussi gentil. la Merci. formation. Comme je dis, j'ai aucun souci à. Enfin, moi, c'est avec plaisir que, voilà, si quand je vois du travail qualitatif et des gens passionnés comme ça, je trouve ça hyper important de valoriser ce travail parce que au final, sur les réseaux, il y a déjà assez de bullshit comme ça. Ouais. Et je trouve que du coup, il faut essayer de se tirer vers le haut quand on fait des choses cool. Et donc Mm. voilà, vraiment, n'hésitez pas à aller suivre. Aller suivre Axel et un peu tout ce qu'il fait. Parce qu'il est Merci. très actif. Tu es assez actif hein, sur les réseaux. En vrai, tu es beaucoup plus J'essaye. actif que moi. Je sais pas comment tu fais, mais moi, je suis beaucoup, beaucoup moins actif. Mais non, mais c'est trop bien. Et Merci beaucoup. tu vois, je voulais aussi discuter de, voilà, imagine quelqu'un nous écoute ici, qu'il soit kiné ou étudiant ou il est en STAPS, j'en sais rien. Il se dit, ok, ouais, APA, j'avoue que Axel, il m'a donné envie d'être APA. Mais euh, il y a toujours cette question, est-ce que je vais trouver du boulot en Ouais, sortant d'école? Si ouais, oui,
Est-ce que bon, on en a déjà discuté un petit peu au début du podcast, mais je le réaborde parce que ça fait partie du package de questions qu'on a généralement. Donc, est-ce que je vais trouver du boulot? Est-ce que je vais quand même être rémunéré de façon décente? Et Mmh, aussi, hem, quelle quelle carrière s'offre à moi? C'est-à-dire, est-ce que c'est d'office, ça peut être du salariat, ça peut être de l'indépendant? Est-ce que ça il y a une option qui est quand même beaucoup plus commune que l'autre? Voilà, est-ce que tu pourrais un peu nous déblayer le terrain sur ça, pour ceux ou ouais. celles qui nous écoutent? Mmh. Je comprends parfaitement ta question et ça répond aussi aux craintes de beaucoup d'étudiants qui arrivent en STAPS ou qui se lancent dans la filière. Et je reçois ce genre de DM justement via les réseaux Mmh. pour savoir un petit peu ou avoir mon avis en tout cas sur la question. C'est vrai que quand tu es en pleine expansion dans un métier qui prend de plus en plus de place, d'envergure, qui se fait de plus en plus connaître et reconnaître aussi par les patients, les autres pros, collaborateurs avec les médecins prescripteurs, les collègues kinés, les maisons sport santé qui émergent un petit peu partout, en tout cas en France. Je sais pas comment ça se passe en Belgique. Ouais. Mais Mmh. je comprends les craintes et il y a de plus en plus d'étudiants, tu vois, par exemple à la fac du Mans, tu sors avec une licence, donc on disait tout à l'heure c'est problématique, mais en gros tu as deux promos. Tu as la licence 3 qui est diplômée, ils peuvent être 90 étudiants, et en même temps tu as les master 2, bac plus 5 qui sortent, ils sont 25. Donc en fait dans une seule université, tu as plus de 100 enseignants à pas qui sortent tous les ans. Ouais, OK. Ouais. Donc, s'il y a plein de STAPS en France et qu'il y a plein de filières à passe et que tout le monde sort en même temps, je comprends qu'il y ait de plus en plus de monde sur le marché et que du coup les profs leur disent peut-être attention, c'est comme à une certaine époque, coach sportif c'était le métier en vogue, mais attention, se créer sa clientèle c'est hyper dur, trouver une salle où t'es bien rémunéré avec un 35 heures c'est compliqué, etc. Comme les ostéopathes, hein. Moi j'ai plein de potes qui voulaient devenir ostéo, puis on leur a dit ça va être compliqué hein, parce qu'il y en a de plus en plus. Mmh. Donc je comprends les craintes, mais ce que j'essaye de dire ou de répondre à ceux qui me posent cette question, et toi qui me poses cette question, c'est qu'il y aura du boulot pour tout le monde, mais peut-être pas soit à temps plein, ou peut-être pas le boulot de tes rêves dans les premières années. C'est Mmh. quasiment mission impossible de trouver la pépite. Alors oui, ça arrive, hein, il y en a qui sortent de Master 2, ils ont fait un super stage, à un moment donné, il y a une ouverture de poste, où il y a quelqu'un qui est muté ou qui déménage, et là, tu as une offre qui s'offre à toi et t'es à 35 heures dans un centre de rééduc face à la mer, t'as une piscine pour la balnéo et là t'as la pépite et t'es trop bien. Ouais, Mais ça sera pas le cas ou alors ça sera vraiment une pépite par promo, une pépite par année, tu vois. ouais, Donc OK. ce qu'il faut faire, c'est moi les conseils que je donnerais, c'est d'aller jusqu'au bout, de se donner le plus de chances possible. Donc master ou rien. Vraiment, si vous voulez devenir enseignant à pas, allez jusqu'au bout de votre cursus. Vous vous laissez plus de temps pour développer votre réseau, vos contacts, découvrir plus de milieux. On disait tout à l'heure, si tu fais qu'un seul stage, t'as vu qu'un milieu, qu'un type de public ou alors qu'un professionnel. Alors que si tu en fais plusieurs, bah, tu vois différents enseignants à pas, dans différents Mmh. milieux et différentes structures. Donc, donnez-vous le maximum de chances en allant le plus loin possible en bac plus 5 minimum. Peut-être, pourquoi pas, faire des formations complémentaires. Vous pouvez vous rajouter un DU, des formations parallèles comme le BNSSA, donc qui vous permettent de donner des activités en milieu aquatique. Des Mmh. formations parallèles, comme on disait tout à l'heure, le Pilate, mais ce qui est en vogue aussi, c'est tout ce qui est autour de la prépa physique, le yoga, le stretching, la marche nordique, des trucs qui parlent Mmh. au monde en ce moment, tu vois, des activités douces, accessibles à monsieur et madame tout le monde qui ont fait leur journée de travail et qui n'ont pas envie d'aller se buter, faire de la Zumba comme il y a 10 ou 15 ans où c'était ultra à la mode. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont arrêté parce que c'est trop cardio ou alors problème de genoux, problème de dos, trop d'impact. Mmh. Essayez de regarder ce qui fonctionne en ce moment, de peut-être vous nicher ou de développer des choses, et vous allez trouver du travail, pas forcément dans votre zone de confort. Vous allez peut-être faire un remplat pendant 6 mois congé mat à Paris, après aller en remplat, je sais pas où, en Dordogne ou dans la Creuse, peut-être en milieu perdu, mais en fait, il y aura des opportunités. Il faut être mobile dans les premières années, ou alors accepter de pas travailler à temps plein. Et c'est pas forcément facile. Tu te dis, bah moi je sors d'études, j'ai un bac plus 5, je veux direct un 35 heures, payer minimum 2100 ou 2002 par mois. Mais en fait, ça sera une minorité de personnes et ça, faut en être conscient.
Ouais. Tu peux trouver du travail et bien gagner ta vie, mais peut-être que tu vas travailler 4 heures le lundi matin, 3 heures le lundi soir. Le mardi matin, tu vois, là, je travaille pas, mais j'ai les cours à la fac au deuxième semestre. Du coup, ça me laisse un peu plus de temps libre, mais du coup, j'ai pas de salaire pendant ce temps-là. Peut-être que Mhm. tu vas te construire un emploi du temps à trous, tu vas bosser 20 ou 25 heures, ou peut-être que tu vas bosser que tous les matins par semaine. Il y aura des opportunités, tu vas devoir te créer ton emploi du temps où tu vas trouver la perle rare, mais il y a du boulot pour tout le monde. Et si tu fais pas que de l'appât, comme on disait tout à l'heure, tu peux donner des cours de renforcement musculaire, tu peux faire de l'individuel ou du particulier, tu peux essayer de développer une clientèle, tu peux faire des trucs totalement en parallèle. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui font un travail, bon, ça n'a rien à voir, mais qui vont bosser à Decathlon, tu vois, tu restes dans le milieu un peu sportif, ça reste jeune, ça reste dynamique, qui bossent en appât et qui vont compléter leur temps de travail avec un autre truc qui n'a pas forcément grand-chose à voir, mais qui s'y plaisent. Donc, Mhm. je pense qu'il y a du boulot. Je suis même persuadé qu'il y a du boulot. Les EHPAD, les IME, les maisons de soins. Tu vas sur Mhm. la côte, il y a plein de trucs à développer pour faire du longe-côte, des séances sur la plage, etc. Tu vas à la montagne, il y a plein de trucs à faire aussi avec avec le milieu, tu vois, canoë, kayak, etc. Quand tu vas sur des rivières, enfin, en fait, il y a tellement de choses avec le bagage que tu as ou le diplôme. Ouais, L'avantage, c'est que tu peux toucher à tout. ouais. C'est vrai qu'on a Et tendance à se voilà. brider, quoi. On a tendance à se Ouais, dire, exactement. on a fait des études, je l'avais dit dans un autre podcast, je pense que c'était celui, ah, je sais plus, peut-être avec Thibaut Bach, mais bref, où je disais, en fait, on est, par exemple, tu fais kiné, ou APA, et tu t'es persuadé que dans ta vie, tu ne peux faire que ça. Tu vois, tu as été Ouais, formé pour ça. Et du coup, on a des œillères et on oublie qu'on peut, en fait, développer d'autres compétences en recyclant un peu nos compétences, comme tu l'as c'est dit très ça. justement. Au final, regarde, je pense qu'on est un bon exemple, pas dans le sens, regardez-nous, on a réussi, mais tu vois, on est sur les réseaux, on développe aussi ce côté-là Oui, en mais recyclant un petit carrément. peu nos compétences, ben, forcément de kiné, d'appât, de connaissances, mais Hmm. c'est quelque chose qui sort clairement des sentiers quand ils pensent. Tu as Bah, c'est beaucoup plus de sûr. kinés qui sont, et c'est très bien, qui font du 8-19 tous les jours au cabinet, que par exemple des kinés, peut-être comme moi ou d'autres, qui consacrent maintenant même une partie de leur temps professionnel à la création de contenu. C'est ça. Euh, et au début, on a beaucoup le syndrome de l'imposteur où tu te dis, ah non, qui suis-je pour faire ça? Mais Euh, oui, mais carrément. et en fait, après, tu te dis, ben, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Et puis, en fait, tu es très heureux comme ça. Et puis voilà. Mais donc, je pense que c'est Mais important d'ouvrir ces champs d'horizon. si tu regardes tes premiers postes et le parcours que tu as jusqu'à aujourd'hui, et tu te dis maintenant j'arrive à interviewer des gens, j'ai créé un podcast, j'ai des formations en ligne, j'ai des learning, tu as peut-être Mhm. des propositions commerciales pour intervenir à des conférences, à des séminaires, des choses comme ça, et tu te dis mais en fait tout ce travail-là, bah Ouais. voilà, ça a été du boulot non rémunéré, j'ai passé énormément de temps gratuitement, de la fatigue, des investissements aussi. Mhm. Et enfin, je pense que tu es trop fier de ce que tu as fait et tu peux l'être. Et au même titre que tous ceux qui se sont lancés et maintenant qui arrivent à se dégager, alors pas un salaire ni une vie de créateur de contenu, en tout cas pas au même titre que Major Mouvement par exemple, Ouais. mais tu as réussi à construire des choses et ça fait pourtant, tu es parti du métier de kiné, tu vois, on t'a rien appris sur, on disait tout à l'heure, commercialiser un produit, la digitalisation non plus, tu vois, soit tu t'es auto-formé, soit tu as investi, mais à la base, tu es quand même kiné, tu vois ce que je veux dire? Bah ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, moi, il y a un an, je connaissais rien à tout ce qui était, je sais pas moi, vidéo, etc., montage. Enfin, je touchais pas grand-chose. Enfin, montage, il y a 2-3 ans, parce que je m'y intéresse forcément depuis que je suis sur les réseaux, mais tu vois, tout ce qui est vidéo, film, étalonnage, enfin, bref, il y a plein de Ouais, trucs que j'ai dû en fait me former et je suis pas plus intelligent qu'un autre. C'est juste qu'en fait, aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'avec YouTube, avec tout l'internet dont on dispose, ouais, avec ChatGPT, avec tout, ouais, tu peux, honnêtement, je vois peu de domaines où tu peux pas vraiment acquérir des skills par toi-même en c'est fait. ça. À part les trucs vraiment manuels, tu vois, tu me demandes de construire une maison, j'ai beau regarder sur YouTube, ce sera un désastre. Ou construire un meuble, je suis pas du tout manuel pour ça. Mais par contre, en connaissance et en apprentissage, enfin, moi j'ai tout appris grâce à soit des formations que tu suis en ligne, hein, ta formation Pilates en est un bon exemple, si tu as envie de te Mm. former en Pilates, voilà. Les formations qu'on a sur Full Physio Academy par exemple,
Voilà, il y a des thématiques aussi, c'est accessible aussi tout à distance, Ouais. mais il y a aussi beaucoup de ressources gratuites et ça, il faut pas l'oublier et c'est vraiment incroyable et comme Mmh. tu dis, faut se laisser bercer, faut pas trop se poser de questions, je pense et parfois oser, changer un peu de voie si on sent qu'on n'est Ouais. pas dans la bonne, surtout. Ouais, Ouais, ou c'est comme tu disais, continuer de développer des skills et d'apprendre des choses, tu vois? En fait, ton métier, tu as toujours ton métier de base et moi aussi, mais on va dire, on a élargi notre activité, ou on a développé nos activités, des choses qui nous intéressent. Et mmh s'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent, moi aussi j'ai envie de lancer mon compte sur Instagram ou lancer ma chaîne YouTube pour partager des choses, pour essayer d'aider les gens, et bah peut-être qu'au bout de quelques années, si ça a pris et ça a fonctionné, et je vous le souhaite en tout cas à ceux qui nous écoutent, vous allez pouvoir transmettre des connaissances, intervenir dans des séminaires, des conférences, aller à des salons comme Rééduca à Paris si jamais on a la chance de se croiser tous les deux, Ouais. j'espère. Et Bah, ouais. des événements comme ça, et puis après, bah, tu arrives, mine de rien, à monétiser ou commercialiser un savoir, tu transmets des connaissances ou des compétences parce que bah voilà, tu as des choses à transmettre et c'est hyper cool, c'est hyper Mmh valorisant de se dire tout ce chemin parcouru, ben maintenant je peux rencontrer des gens, créer des événements, lancer une formation, lancer un podcast et les gens vont m'écouter parce que bah j'ai donné des gages de confiance, tu vois, par rapport à tout ce que tu crées sur les réseaux depuis ces dernières années. Les gens se disent, ce mec-là, il est intéressant, il a des choses à m'apprendre, ou alors j'aime bien sa vibe, j'ai envie d'écouter ce qu'il a à me dire. C'est Mmh hyper. Tu te dis pas, il y a 3 ans ou plus, quand t'as créé ta page, t'allais en être là aujourd'hui, tu vois. Ah non, moi, quand j'ai créé cette page, je me suis dit: «Bon, on verra», j'avais envie de parler de quelques trucs et je me suis dit, je sais pas, ça me faisait rire de créer des posts comme ça, mais au final, tu m'aurais dit maintenant, tu sais, avec, le podcast, Entendons, on est à 10 000 écoutes par mois. C'est Ouais. énorme pour moi, tu vois? Je me dis, Bah oui. enfin 10 000, tu m'aurais dit ça avant, c'était un objectif qu'on avait aussi en créant ce podcast. On s'est dit: «Bon, si un jour on peut arriver à 10 000 personnes», je sais pas pourquoi 10 000, hein, mais qui nous écoutent par Ouais. mois, c'est vraiment fou et en fait, on y est depuis bientôt un an à ce taux d'écoute-là et c'est incroyable et donc j'avoue que donc voilà, j'en profite aussi pour remercier, beh, tous ceux qui suivent, qui soutiennent ce podcast, qui suivent, nos contenus respectifs, hein. Faut pas l'oublier, c'est Hmm. aussi, c'est pas nous qui faisons vivre les contenus. Nous, on les poste et après C'est ça. c'est libre aux gens qui les regardent, qui les soutiennent, qui like, machin. Ça paraît très superficiel de parler de likes, de commentaires, mais c'est vraiment Ouais. quand je voyais ça avant sur YouTube, les gens qui rappelaient tout le temps: «Ouais, oubliez pas de liker, de s'abonner et tout», je faisais: «Oh là là, il me saoule celui-là avec Ouais. son truc» et en fait, c'est tellement vrai. C'est tellement Bah c'est ça, en fait, c'est notre c'est salaire, c'est notre ouais, rémunération. tu obligé tu obligé de le rappeler parce qu'en fait, même moi, quand je suis sur des posts, parfois, je fais: «Ah, c'est cool», je swipe, puis je fais: «Mais en fait, j'ai même pas liké ni rien» Ouais. parce que j'oublie et je reviens en arrière et je fais: «Ah non, attends». Ouais. Mais il y a quelques années avant, je l'aurais pas fait. Je m'aurais dit: «Ouais, non, Ouais, c'est c'est bon, c'est ça. pas grave». Ouais. Et c'est pour ça que, voilà, on essaye, parfois on commente juste, des mains qui clapent ou des flammes, en commentaire, on s'en Ouais. fout. Mais juste pour Ouais. booster dans l'algorithme, Aider, c'est c'est ça, aider le ça créateur de paraît bête. contenu, c'est un mini geste, mais t'imagines que si Ouais. toute ta communauté, ou même 10% ou même 1% le faisait, mais t'imagines comment les vidéos, elles seraient beaucoup plus mises en avant, mais il y a des Mmh. créations de contenu qui sont trop mises en avant, qui n'ont pas besoin d'être, enfin, on en a déjà parlé Ouais, en DM, tous les ouais, contenus humoristiques ou les posts un peu fun, décalés, c'est tout le temps ceux qui marchent le mieux, et dès que c'est ouais, un peu sérieux, que tu veux partager du contenu, soit scientifique ou soit vraiment montrer des exercices ou quoi, bah c'est ce qui marche le moins. C'est toujours pareil. c'est vrai. Bah, après je pense que c'est parce que on réagit aux émotions et donc si un post provoque une émotion, que ce soit la peur, le rire, Ouais, les choses comme ça va créer une émotion et donc la personne va plus être enclin à liker et cetera. Mais les posts juste, qui apportent de la connaissance, c'est une émotion qui passe pas le radar non, et en fait, le problème, c'est que du coup, on n'y réagit pas et donc en fait, l'algorithme se fait comme ça, mais en fait, l'algorithme, c'est nous qui le faisons donc Insta c'est y est ça. pour rien, enfin normalement. C'est plutôt, nous qui consommons et Ouais, c'est notre façon de c'est ça. consommer. C'est les consommateurs, c'est exactement ça. Donc ouais, mais écoute, je pense que là, on a fait un chouette petit tour d'horizon. Ouais, On vient de passer quand même, plus d'1 heure et demie ensemble.
C'est hyper chouette de t'avoir eu sur le podcast après toutes ces années à Pareillement. discuter un petit peu ensemble. Je suis content que tu aies pu, en tout cas j'espère euh, que tu as ce sentiment aussi, mais éclaircir un petit peu, si les gens nous écoutent, ben, ce qu'est le métier à pas. On a pu Mmh. aussi un peu discuter des similitudes et se rendre compte que, ben, oui, ce sont des métiers qui se confondent et c'est comme ça. Mais C'est ça. autant se prendre par la main comme dans les bisounours et avancer ensemble plutôt qu'essayer de se Allez, tirer dessus. Et donc voilà, en tout cas, un grand merci à toi d'avoir été là pour ce podcast. C'était vraiment un plaisir pour moi. merci à toi Augustin de l'invitation et d'avoir pu donner, la parole au monde de l'appât, même si tu es un kiné. Bah écoute, comme j'ai dit, main dans la main et pas dos à dos. Et c'est comme C'est ça qu'on va ça. finir cet épisode d'une façon hyper poétique. Allez, bah écoute, je te souhaite une très très belle journée. Et À puis, toi de aussi. toute façon, à très bientôt en DM Ouais, parce qu'on se parle quand même assez régulièrement. puis on se C'est... voit à Rééduca. Ouais, Inch'Allah, on se voit à Rééduca. Je vais encore réfléchir à la question, mais ce serait cool, j'avoue. Donc, bah écoute, passe une très belle journée et à très très Ouais, vite. Ciao, ciao, Axel. merci, toi aussi. Ciao, Salut ciao. Augustin, merci. Alors avant de te quitter, simplement un petit message pour te remercier, toi qui es en train d'écouter ou de visionner ce podcast. Je ne sais pas si tu nous regardes plutôt sur YouTube ou si tu nous écoutes plutôt sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Bref, il y a plein de façons de nous consulter. Mais donc voilà, merci beaucoup simplement, mais parce qu'aujourd'hui, vous êtes plus de 10 000 à nous écouter ou à nous visionner chaque mois sur Entendons. C'est vraiment un énorme cadeau pour nous de voir qu'il y a un tel engouement derrière le podcast, que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre et à même nous faire vos suggestions en message privé. Bref, c'est vraiment une énorme récompense pour nous. En plus de ça, eh bien, vous êtes beaucoup à nous mettre des notes 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et ça aussi, c'est hyper précieux. Ça peut sembler bateau parce que je me doute que dans tous les podcasts, vous entendez la même chose. Mais en tant que créateur de contenu et en tant qu'hôte de ce podcast, à titre personnel, je peux vous le dire, c'est vraiment une énorme récompense pour nous mais de voir au moins que vous mettez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça peut sembler rien, mais je vous assure que ça permet non seulement de nous référencer davantage, mais également ça nous donne un feedback direct de ce que vous avez pensé de ce podcast. Donc voilà. Encore une fois, mille merci. N'hésitez jamais à venir nous faire une suggestion, que ce soit pour un invité ou une invitée que vous aimeriez voir, une thématique ou bien d'autres choses. On est vraiment ouvert à tout. Si jamais vous voulez en discuter, n'hésitez jamais aussi à nous envoyer un mail, soit sur mon adresse mail augustin@fullphysio.com ou bien sur nos canaux, que ce soit sur Instagram, etc., en message privé. On essaiera toujours de répondre dans les plus brefs délais. Allez, encore mille merci pour ton soutien, encore mille merci pour votre soutien, et puis je vous dis à très très vite dans vos oreilles. Ciao, ciao.